écoutez, donc moi j'ai 56 ans, j'ai trois enfants qui sont grands. Le dernier est en mise à niveau à l'école hôtelière, au lycée hôtelier Jean Drouin. Voilà, donc c'est le dernier qui a eu le virus et qui a fini par vouloir embrasser ce métier. Je me considère comme un autodidacte parce que j'ai fait un BTS de gestion hôtelière. À l'époque, c'était en 2 ans. Je l'ai passé en 82. Et pour la petite histoire, je briguais de rentrer à l'école hôtelière de Paris et mon dossier n'a pas été accepté. Et tout à fait par hasard, enfin non, un peu plus tard, en 2015, je me suis retrouvé parrain d'une promotion de BTS. Donc c'était assez amusant de me retrouver entre les quatre murs de l'école. Non, mon propos, c'est de dire que j'ai commencé à travailler dans la chaîne Concorde, l'hôtel Concorde Saint-Lazare, qui est maintenant, je crois, un Hilton à la gare Saint-Lazare. Et là, j'ai commencé par tous les métiers, réceptionniste de jour, réceptionniste de nuit, directeur de nuit. Donc, c'était le night auditor qui supervisait l'ensemble du personnel qui travaillait à l'hôtel la nuit, puisque c'était un hôtel de 360 chambres avec billard, bar, salle de restaurant, room service. Donc, il y avait en permanence la nuit une équipe de 3 à 4 personnes qui travaillaient à l'hôtel et donc je supervisais ces personnes. Après, j'ai travaillé pour le groupe Frantel en évoluant dans des postes de réception comme chef de brigade et puis assistant ou adjoint chef de réception dans un hôtel c'est le Sofitel Arc de Triomphe qui était avant donc l'hôtel Frantel Windsor. Et puis, petit à petit, en, en travaillant dans la partie hébergement, j'aimais beaucoup tout ce qui était contact. Je me suis retrouvé à m'occuper de la réservation de cet hôtel 4 étoiles qui avait 135 chambres. À l'époque, on était avec les Telex. J'ai vu arriver le premier fax dans mon bureau et puis on faisait beaucoup de réservations au téléphone, on gérait des allotements, on gérait les contrats sociétés. C'était un travail qui était assez fastidieux parce que ça demandait beaucoup de support pour pouvoir organiser et traiter les réservations avec tous les problèmes liés au surbooking qui se pratiquait beaucoup à l'époque. Et puis ensuite, j'ai été repéré par des gens au sein de cette société qui était devenue Pullman International Hotel. J'en suis venu à faire du commercial. Donc j'ai fait du commercial pour 3-4 hôtels à Paris. Et puis en 90-91, le groupe Accor a racheté l'hôtellerie de Wagon-Lit, Pullman, et la compagnie des Wagon-Lit. Et donc, je me suis retrouvé à bosser pour Accor. Étant chez Accor, j'ai continué à évoluer dans des fonctions commerciales. Mais au fond de moi, je ressentais que j'avais une fibre entrepreneuriale et n'étant pas diplômé d'une grande école, je pressentais qu'à un moment donné, j'allais avoir un plafond de verre au-dessus de ma tête. C'est la raison qui m'a poussé à devenir entrepreneur. Et à l'âge de 30 ans, alors que je voulais être papa pour la deuxième fois, j'ai décidé de me mettre à mon compte avec un ami qui s'appelle Philippe Vors. Et ensemble, on a monté une société qui s'appelait Élysée Ouest Hôtel et qui était spécialisée dans la commercialisation et le marketing d'hôtels indépendants. C'était totalement nouveau à l'époque, ça ne se faisait pas. Il y avait surtout des chaînes intégrées et puis les indépendants étaient un petit peu livrés eux-mêmes. Il y avait quelques enseignes comme Best Western et Interhotel, mais c'était plutôt des sociétés qui avaient vocation à marketer les hôtels indépendants au travers des GDS. Et donc nous, on était une réponse pour des petits hôtels qui avaient envie d'accroître leur commercialisation euh, et en mettant en commun toutes nos forces et
en organisant toutes les retombées commerciales qu'on pouvait avoir au travers d'une centrale de réservation qui ensuite diffusait tout ce business dans les hôtels. Et donc, on a fait ça pendant à peu près 13-14 ans. Et on a assisté à l'arrivée du web dans notre métier et la révolution que ça a pu entraîner. Voilà, parce que nous, on était vraiment ancienne économie, hein, on n'était pas du tout nouvelle économie. Et suite à ça, enfin, pendant cette même période, on a cherché à ne pas être, je dirais, dans la chaîne de commandement entre l'hôtel et le client en étant un acteur intermédiaire, mais on a cherché à pouvoir être présent en faisant des acquisitions hôtelières. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était par tous les moyens d'acheter des hôtels. Et puis un jour, on a appris par l'intermédiaire d'un ami qui avait un hôtel qui était en dépôt de bilan dans le 15e arrondissement. Cet hôtel avait été financé par le CEPME, qui est l'ancêtre de BPI aujourd'hui. Et donc, il y a eu une offre de reprise et nous, on a été ceux qui ont été les plus, on va dire, punchy sur le plan de ce qu'on proposait au niveau de la reprise de la dette et on a récupéré l'hôtel. Et, et donc, voilà, ça a été une première étape. Et puis ensuite, on en a fait un deuxième, un troisième, un quatrième. Tout ça, c'était en 97 et 2001. Et il se trouve qu'on avait un troisième associé qui était avec nous, avec lequel on s'est disputé. Il a fallu qu'on divorce. Il a fallu qu'on trouve des moyens de sortir de notre association au travers des hôtels et au travers de la société de commercialisation. Et donc, du coup, il y a eu un arrangement qui a été trouvé et on a été obligé de céder. On a été obligé de céder les hôtels pour pouvoir garder notre société de commercialisation et aller de l'avant. Voilà. Après, en 2004, on a ouvert notre tout premier hôtel avec une thématique forte qui était sur l'Art Nouveau et qui se situait au pont de Grenelle. Et donc, ça a été notre premier galop d'essai pour aller vers des hôtels avec des concepts originaux. Et puis, toujours en 2004, j'ai l'opportunité de trouver un bâtiment, un hôtel qui était fermé par l'intermédiaire d'un ami qui était conseiller en patrimoine et qui m'a orienté vers un monsieur qui avait hérité d'un hôtel qui était fermé parce qu'il n'était plus en conformité par rapport à la sécurité vis-à-vis de la préfecture de Paris. Et il ne savait pas quoi faire de cet établissement. C'était le canard boiteux d'une succession et il s'était retrouvé à devoir trouver des solutions. Et il avait le choix, soit peut-être d'essayer d'en faire une opération immobilière, soit d'essayer de redonner vie à cet hôtel. Mais il n'avait pas les codes, il n'était pas du tout du métier. Et puis, il a accepté de nous écouter et on lui a proposé un mariage de raison. Il nous a proposé de nous associer avec lui dans le fonds de commerce. Il gardait les murs. Son intérêt, lui, en tant qu'héritier, c'était de pouvoir toucher des loyers. Et n'ayant pas eu à payer le fonds de commerce, on est allé voir une banque, qui est le Crédit Agricole Normandie-Pyrénées, et on leur a demandé de nous prêter de l'argent pour pouvoir faire la rénovation. Et comme c'était un hôtel qui était très petit, le bâtiment devait faire environ 450 mètres carrés, il y avait 23 ou 24 chambres de mémoire, les chambres étaient petites, on s'est dit on va faire un truc très original en essayant de travailler sur les cinq sens, en essayant de provoquer de l'émotion aux gens quand ils rentreraient à l'hôtel et faire une espèce de réussir à faire une espèce de wow effect quand on pousse la porte de la chambre d'hôtel. Et donc, ça a été la naissance du Five, qui a été
un des tout premiers hôtels vraiment très, très originaux dans sa décoration et dans son concept. Et ça a été un carton parce qu'à l'époque, ce genre de choses n'existait pas. Et puis, les médias s'en sont emparés. On a eu un franc succès. C'est quelque chose de nouveau pour nous parce que nous, on avait l'habitude d'avoir une commercialisation très, on va dire, corporate et institutionnelle. Et là, on a découvert que par l'intermédiaire des médias, télé, radio et presse papier, et puis Internet, on pouvait susciter l'intérêt des gens et toucher directement une clientèle individuelle directe. Voilà, et donc ça a été, je dirais, une vraie révélation pour nous. On ne pensait pas avoir un tel succès et ça a été, je dirais, le point de départ d'une aventure qui s'appelle Elegancia Hotel, euh, puisque peu de temps après avoir vendu le Five, après avoir acheté le Five, nous avons réussi à vendre notre société, considérant que notre modèle économique était un peu en perte de vitesse et que de commercialiser des hôtels tel qu'on le faisait, on n'allait pas pouvoir tenir longtemps face à des sociétés Internet dont on pressentait qu'elles allaient prendre de plus en plus d'importance. Je fais référence à des gens comme Expedia ou Booking ou Agoda ou autres. Et donc, de ce fait, on a pu vendre notre société et on s'est concentré et consacré au lancement donc d'Elegancia Hotel, qui est donc une chaîne de boutiques hôtels à Paris. Voilà, je vous fais le résumé à peu près de tout ce qui s'est passé. Écoutez, dans chaque période comme celle-là, il peut y avoir des opportunités. Il va y avoir de la casse. C'est évident que il y a des hôtels, des restaurants, des brasseries, des cafés qui vont très certainement devoir mettre la clé sous la porte. Je ne leur souhaite pas du tout. J'espère que nous n'en ferons pas partie, parce que pour tout vous dire, la situation est quand même très inquiétante. Et oui, il y a des opportunités qui vont se profiler et c'est dans ces moments-là qu'on peut faire de très très bonnes affaires parce qu'il y aura une reprise, j'en suis convaincu. Je suis incapable de vous dire quand et je pense que personne ne le sait. Et par contre, il risque d'y avoir des coups de fusil, comme on dit, à faire sur des hôtels qui vont être vendus très certainement à des prix beaucoup plus intéressants. Voilà, donc j'espère qu'on pourra se positionner. C'est pas évident, euh, mais on travaille sur des projets, on regarde des dossiers encore. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est le financement bancaire parce que en 2019, l'hôtellerie parisienne est revenue en odeur de sainteté auprès des banques parce que 2018 avait été une bonne année, 2019 a été une très bonne année, et que on pouvait espérer que le marché allait continuer à progresser avec l'arrivée des Jeux Olympiques dans 4 ans. C'était logique qu'on soit sur une très bonne dynamique en termes de visites. Et puis on entendait dire partout que le trafic aérien ne cessait de croître, etc., etc. Mais les banquiers aujourd'hui nous considèrent un petit peu comme des pestiférés, à telle enseigne qu'elles ont reçu des recommandations euh, qui, euh, qui consistent à ne pas prêter dans le cadre d'achats immobiliers à des gens qui ont comme profession l'hôtellerie et la restauration. C'est vous dire à quel point on n'est pas en odeur de sainteté auprès des banquiers. Et comme on n'a pas, dans nos métiers, ça je pense que vous l'apprenez en gestion, on se sert beaucoup de ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire qu'on essaie d'emprunter le maximum en ayant des business plans robustes de manière à pouvoir maximiser la rentabilité de nos investissements. Aujourd'hui,
on peut avoir des choses à présenter aux banques, mais on n'est pas du tout sûr, dans l'état actuel des choses, qu'elles nous financeront. Alors, on a travaillé avec quelques archis un petit peu connus, architectes d'intérieur un petit peu connus. Je fais référence à Olivier Lapidus ou à Becco Raito. Euh, dans un dossier d'hôtel, vous avez l'architecte, on va dire, DPLG, celui qui va s'occuper de toute la partie technique du bâtiment. Et il n'est pas nécessairement en charge de toute la partie d'architecture de l'architecture intérieure, ou qu'on pourrait appeler décoration ou aménagement de l'hôtel. On fait en général, sur toute la partie architecture d'intérieur, on organise un petit concours. Euh, on a, nous, au préalable, défini un concept, défini une histoire, on fait toute la partie conception, idée au sein de nos murs. Et ensuite, une fois que ça a été fait, on soumet ça à quelques architectes d'intérieur et à eux de nous proposer quelques 3D où ils vont être capables de pouvoir scénariser visuellement ce que nous avons dans la tête en termes de concept et d'ambiance et d'histoire. Et c'est comme ça que ça se passe maintenant le plus en plus souvent. Et on a plutôt pour habitude de travailler avec des gens pas ou peu connus qui le sont devenus par la suite en ayant démarré leur expérience dans l'aménagement d'un hôtel avec les cancers. Absolument pas. Nous sommes associés dans un certain nombre d'affaires en relation avec des partenaires investisseurs qui sont soit des amis, soit des fonds d'investissement. Euh, et il y a certains hôtels pour lesquels nous ne sommes pas associés, mais nous avons été en charge de mener le projet de A à Z, à savoir du fait de trouver l'hôtel jusqu'à l'achèvement des travaux et ensuite la gestion. Et là, on fait de la gestion pour compte de tiers. On a assez rarement été confronté à des problèmes de financement, à ceci près que, en général, quand on fait des travaux, vous avez remarqué qu'entre ce qu'on a prévu et ce qu'on dépense, il y a des dépassements. Euh, nous, ça nous est arrivé aussi et c'est très difficile de retourner voir des banquiers en leur disant écoutez, on s'est trompé de 500 000 euros, faites-nous une rallonge pour terminer nos travaux. Donc, on a été confronté à ça et ce n'est pas quelque chose de très agréable parce que les banquiers sont des gens très frileux. J'espère que l'un de vous n'a pas des parents banquiers, mais bon, voilà, c'est pas des gens très courageux, les banquiers. Et donc, ce genre de situation leur fait peur. Ensuite, euh, il y a tout un tas d'aléas qui peuvent se produire. Vous pouvez avoir des difficultés pour obtenir de la part de votre bailleur, si vous n'êtes pas propriétaire des murs, l'autorisation de faire des travaux. Vous pouvez être confronté à des problèmes structurels au niveau du bâtiment. On a été, je dirais, amené à rénover des, des fonds de commerce d'hôtels dans des bâtiments qui étaient extrêmement anciens. Et à partir du moment où on a commencé un petit peu à s'attaquer, je dirais, à la structure, on a constaté que les bâtiments étaient dans un état pitoyable, menaçant de s'effondrer. Et ça a été, je dirais, aussi quelque chose qu'il a fallu gérer. Euh, voilà, je dirais que
c'est les principaux obstacles auxquels on est confronté. On arrive assez bien à gérer nos actionnaires parce que on leur demande a priori, au début des projets, d'avoir les pleins pouvoirs pour pouvoir gérer les programmes, parce qu'on ne veut surtout pas que les associés dormants et financiers soient investis de quelque manière que ce soit dans toute la partie rénovation et création de l'hôtel, parce que sinon ça devient extrêmement compliqué de pouvoir avancer. J'ai tendance à considérer que dans la vie, il faut qu'il y ait un seul capitaine qui coupe et qui tranche, et s'il y a plusieurs capitaines, le projet n'avance pas. Voilà à peu près les difficultés auxquelles on est confronté. Et puis sinon, très en amont, je dirais que le fait de trouver de l'argent aujourd'hui n'est pas en soi une difficulté, puisque vous entendez, tout comme moi, quand vous lisez la presse financière ou autre, que la planète regorge d'argent pour pouvoir financer des projets. Mais par contre, les financiers sont à court de projets. Donc, en fait, le talent consiste à trouver la bonne opportunité, le bon hôtel, qui va faire que vous allez pouvoir faire une bonne affaire et un beau projet. Nous, comme en général, on est partenaire avec des fonds d'investissement depuis quelque temps. L'objectif de ces fonds d'investissement, c'est qu'on puisse boucler l'opération entre le moment où on fait l'acquisition et la sortie autour de 6-7 ans. Mais il y a des hôtels qu'on a depuis plus longtemps. Et parce que on les a pas fait avec des fonds d'investissement, on les a fait avec des partenaires. Et puis, parce que aujourd'hui, nous, notre modèle économique, c'est quand même de pouvoir essayer d'avoir un réseau qui devienne de plus en plus important. Donc, notre vocation, notre volonté, ce n'est pas nécessairement de céder les hôtels, c'est de les garder et de continuer à les gérer. Et d'accroître la taille du réseau élémentaire. On va distinguer l'environnemental et le social. Alors, pour parler de l'environnemental, c'est assez compliqué de pouvoir faire de l'hôtellerie de charme où les clients ils ont envie de se faire plaisir et en même temps de leur mettre de se faire plaisir et d'être dans des ambiances très sympas en leur mettant des pommes de douche qui réduisent le débit d'eau de 50% et en leur mettant des lumières LED avec un éclairage merdique. Je suis très cru, mais comprenez mon propos. Hein. Ensuite, on a des locaux techniques qui sont tellement petits parce que vous avez, je pense, visité un certain nombre d'hôtels à Paris. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de petits hôtels. Et quand vous allez dans le local poubelle, déjà, si vous pouvez en mettre une, c'est génial. Alors, pour en mettre 3 ou 4 pour faire du tri, c'est bien très, très compliqué. Néanmoins, on a travaillé quand même sur une démarche pour essayer d'avoir un écolabel dans l'emploi de tous les produits détergents et autres qu'on utilise dans les hôtels. Donc, il y a une petite équipe qui s'est constituée et on a travaillé ce projet pendant quelques mois et malheureusement, ça s'est arrêté à cause de ce qui est arrivé au mois de mars. Donc, pour l'instant, le projet est complètement stoppé. Mais ça reste quand même, c'est pas évident hein, pour des petites boîtes de se lancer dans ce genre de démarche. On n'a pas les mêmes moyens que les grands groupes
qui sont capables de mettre une petite cellule en place pour pouvoir réfléchir à des façons d'améliorer l'impact environnemental de leurs activités hôtelières. Et puis, bon, c'est peut-être pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais enfin, je, je, je pense qu'ils font un peu de greenwashing aussi en faisant ce genre de choses. Voilà, donc nous, de façon très franche, je vous dis, on n'a pas les moyens de ces boîtes-là pour pouvoir mobiliser une ou deux personnes pour travailler sur ce genre de projet et essayer de trouver les meilleurs moyens de pouvoir le faire. Donc là, c'est plus, je dirais, beaucoup plus limité. Après, d'un point de vue social, je pense qu'on a la réputation d'être des entrepreneurs avec un vrai visage humain. On favorise beaucoup la... Ah, excusez-moi, je ne trouve pas le mot. La progression des collaborateurs en interne. Il y a beaucoup de nos collaborateurs qui ont démarré au bas de l'échelle dans des postes de réception et qui aujourd'hui sont directeurs d'hôtel. Quand un collaborateur est en difficulté, on fait en sorte de pouvoir l'aider au travers d'un divorce ou ce genre de choses. Il y a toujours des choses qui peuvent arriver dans la vie, donc on essaie d'aider les gens. Voilà, mais tout ça est fait de façon bienveillante et encore une fois, voilà, je pense que c'est du bon sens. Avant tout, de donner aux gens qui travaillent avec vous les meilleures conditions de travail. Et en contrepartie, nous, on est aussi demandeurs d'avoir des collaborateurs qui sont passionnés par leur métier et qui vont faire en sorte que les objectifs qu'on s'est donnés au niveau d'Elegantia puissent être respectés. Donc, c'est du donnant-donnant. Voilà. Et aussi, on est en train de monter une académie Elegantia. Voilà, ça, c'est dans les tuyaux, mais pareil, c'est partie des projets qui se sont, pour l'instant, qui sont mis en sommeil jusqu'à ce qu'on retrouve une situation normale. Écoutez, je sais pas, peut-être que vous le savez. À votre avis, pourquoi on a du succès? Originalité. L'idée, waouh! Ouais, voilà. Le fait que tous les hôtels soient différents, qu'à chaque fois c'est une expérience différente et unique. D'accord. Vous avez déjà été dans un de nos hôtels? Non, on a juste regardé des photos. Mais avec les photos, déjà, on imagine. Alors, il y a quelques ingrédients. Alors, l'originalité, oui, puis on a un peu, on a été un peu des pionniers dans ce domaine, donc on connaît parfaitement la façon de faire un hôtel avec un vrai concept original. Euh, cette avance, je sais pas, on a 10 ans d'avance par rapport à des gens comme Accor ou autres. Donc, je pense que ça nous a ouvert un certain nombre de portes et les gens voient en nous comme des gens qui ont, on va dire, une bonne vista par rapport à ce métier et ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire demain, sur quoi vont-ils travailler. En tout cas, on est très observé par des concurrents. Mais il y a un autre facteur au-delà de l'originalité et au-delà du fait que chaque hôtel est différent. Et je suis d'accord avec vous, c'est important. Il y a un autre facteur qui est très important et qui est, je pense, le plus important, c'est le facteur humain. Et ça rejoint la question sur la responsabilité sociale de tout à l'heure. On s'attache vraiment à essayer de tirer nos collaborateurs vers le haut, les mettre dans un climat
où ils se sentent responsabilisés et où ils ont vraiment la capacité de pouvoir s'exprimer. Et c'est ça qui aujourd'hui permet d'avoir des gens qui sont bien dans leur basket pour faire leur job. Et ça se ressent au niveau des clients. Et les clients, après, ben, ils s'en font l'écho au travers des plateformes sur lesquelles ils ont envie de laisser un message, que ce soit Google, ou que ce soit TripAdvisor, ou Booking, ou autre. Et vous savez, je pense que c'est beaucoup comme ça que ça marche. Hein. Euh, un, un mauvais commentaire ou quelqu'un qui a passé de mauvaises vacances, c'est dévastateur. Hein. Si vos potes vous disent oh là là, va pas dans ce resto, c'est vraiment pas bon, vous irez pas. Par contre, quand vous entendez un copain ou une copine qui fait un commentaire plutôt sympa sur un lieu, ça vous donne vraiment envie d'y aller. Et en plus, si vous l'entendez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, là, vous vous dites, je ne peux pas passer à côté. Il faut absolument que je trouve un moment pour y aller. Voilà. Donc, et ça, c'est beaucoup dû, je dirais, au talent des gens qui travaillent avec nous. Vous savez, un hôtel, c'est comme un enfantement. Hein. Donc, vous savez, quand on a plusieurs enfants, si vous me demandez lequel de mes 3 enfants je préfère, je ne vous le dirai jamais. Même si j'en ai un, mais je ne vous dirai pas lequel. Non, mais plus sérieusement, ouais, j'ai envie de vous répondre le dernier parce que voilà, c'est tout frais dans notre tête. On a vraiment transpiré pour pouvoir le sortir. Donc là, je fais référence au Chouchou qui vient d'ouvrir rue du Helder, qui est un endroit vraiment très, très, très sympa. Et malheureusement, après avoir ouvert le 14 septembre, on a été obligé de refermer avec le couvre-feu, alors qu'on a eu des retours extrêmement sympas dans les réseaux sociaux. On a bien lancé toute la partie food et toute la partie spectacle avec des événements très sympas. Donc celui-là, effectivement, on l'aime beaucoup. Et puis, je pense qu'il va faire date dans notre réseau. Celui que j'aime beaucoup aussi, c'est le Off Paris Seine, donc l'hôtel flottant devant la gare d'Austerlitz, parce que ça, c'est un exercice qui était vraiment très, très, très innovant et original, et qui est unique et qui sera, je pense, unique à Paris et qui est unique en France et en Europe. Voilà, il y a des bateaux sur lesquels on peut dormir, mais de construire un bâtiment de cette taille-là pour en faire un hôtel de 60 chambres sur l'eau euh, et de proposer une vraie expérience hôtelière sur la Seine, ça c'est un truc vraiment sur lequel j'ai beaucoup aimé travailler. Soyez optimiste. Soyez optimiste. Vous avez choisi un beau métier, donc le business repartira. Je pense que il faut être très optimiste. Et puis, je pense que la leçon qu'on peut tirer de cette crise, c'est que je ne sais pas s'il va y avoir un module qui va être mis en place au sein de l'école qui pourrait s'appeler gestion de la crise. Parce que je peux vous assurer que à partir du moment où on s'est retrouvé confiné et où il a fallu déployer un certain nombre d'actions, bah, en fait, on a découvert des choses qu'on ne soupçonnait pas, qu'on n'imaginait pas, et sur lesquelles il a fallu qu'on soit réactif et créatif. Euh, donc, je pense que maintenant, il faut s'attendre à tout. Donc, il faut aussi anticiper ce genre de choses. Après, bah, ne désespérez pas d'avoir choisi cette filière parce que je pense que vous avez fait le bon choix.
L'hôtellerie et le secteur du tourisme, c'est des métiers qui sont formidables et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Et si j'avais un conseil à vous donner, soyez le plus musclé possible en langue. On a dû vous le dire des dizaines de fois, mais je vous le redis parce que ça pourra peut-être vous permettre de vous exporter. Parce qu'il y a peut-être des pays où la situation sera peut-être un petit peu moins tendue. Donc, ça vaut le coup de pouvoir les explorer et puis de pouvoir essayer d'y faire un bout de sa carrière.